Merci Béatrice, sachant que je vais essayer de faire court, mais c'est pas évident sur ce sujet. Il y a plusieurs portes d'entrée, il y a énormément d'axes, c'est un sujet foisonnant. Et d'ailleurs, j'aurais pas du tout le temps de traiter tous les pans. Et donc je vais devoir opérer des choix. Et déjà, c'est pénible en soi, donc je vais essayer de faire court, mais je ne pourrai pas être trop court non plus. Et s'il y a des choses que j'ai pas le temps de faire rentrer, peut-être qu'on aura l'occasion de les placer dans les échanges. Donc, le projet CIGEO. Donc déjà, CIGEO, c'est l'acronyme de Centre Industriel de Stockage Géologique. Donc la première chose qui saute aux yeux quand on lit cet acronyme de 5 lettres, c'est qu'il n'y a pas la présence ni de déchets, ni de nucléaire, ni de radioactifs, ni d'enfouissement. Donc comme un meurtrier qui s'efforce de faire disparaître les traces, on a l'impression vraiment en tout cas dès l'acronyme, qui cherche à euphémiser la réalité de ce projet. Alors en guise d'introduction, mais vraiment très très rapide, je voulais vous reparler un peu des déchets radioactifs, mais comme on en a déjà parlé ce matin, je ne vais pas trop revenir dessus. Simplement pour vous dire que là vraiment on parle de 2 familles de déchets en particulier, dans les 4 ou 5 familles que je vous ai égrenées ce matin. CIGEO, ça concerne le traitement et donc le stockage des déchets haute activité et moyenne activité à Villongue. Point. Ça concerne seulement ces 2 types de déchets. Donc à terme, si ce projet voit le jour, il devrait accueillir uniquement les déchets HA. Donc je vous ai dit, ce sera soit les déchets vitrifiés si on continue la filière retraitement à La Hague, soit les combustibles usés stockés directement dedans tels quels, plus les déchets MAVL, donc, qui sont pour la plupart des déchets bitumineux, qui sont voilà, aussi des colis. Cette fois, ce n'est pas des déchets vitrifiés, c'est plus sous la forme de grosses caisses en béton. En tout cas, voilà, on parle des déchets HA et MAVL, donc les déchets les plus radioactifs, les plus dangereux et qui ont une durée de vie extrêmement longue. Ensuite, en deuxième point d'introduction rapide, c'est un peu de savoir d'où est-ce que sort ce projet. Donc en fait, comme on a déjà eu l'occasion de le dire ce matin, quand on a lancé le programme électronucléaire en France dans les années 70, en fait, les ingénieurs de Polytechnique et ce genre de personnes ont considéré qu'on avait le temps, eu égard la temporalité, comme vous l'avez vu, qui est extrêmement longue quand on parle de nucléaire, on parle de l'exploitation des réacteurs, voilà, on parle quand même de choses qui se jouent sur plusieurs décennies. Donc ils partaient du principe, que le temps de latence qui nous séparait des premiers déchargements de combustible dans le réacteur permettrait à la recherche fondamentale, à la recherche et développement, de trouver une solution pérenne et satisfaisante à la gestion des déchets. Donc en fait, ce qu'on peut dire, une métaphore qui fonctionne bien, c'est qu'en fait, on a lancé un avion de ligne, on a lancé l'aventure électronucléaire sans avoir de certitude, sans que la piste d'atterrissage soit déjà construite. Donc on s'est un peu lancé dans l'inconnu, et comme je vous ai dit ce matin, c'est vrai une vue de l'esprit ou un fantasme anti-nucléaire, c'est que vraiment, 50 ans après, on n'a pas de solution. Preuve en est, on choisit l'enfouissement. Donc d'où est-ce que ça sort, ce choix de l'enfouissement, qui de base n'était pas du tout aussi évident? C'est qu'en fait, dans les années 90, il y a plusieurs lois qui ont été votées en France pour essayer de privilégier plusieurs pistes pour la gestion durable des déchets produits par l'industrie nucléaire. Donc il y avait par exemple la transmutation, il y avait la possibilité de pouvoir éventuellement utiliser les combustibles usés ou partis en tout cas dans de nouveaux réacteurs de type sur générateur, ce genre de choses. Et il y avait une troisième piste qui était l'enfouissement en couche géologique profonde. Sachant qu'il y a aussi d'autres pistes qui existent, comme par exemple l'entreposage en subsurface. Toujours est-il qu'il y a eu plusieurs décennies de recherche, de discussions, de débats, notamment à l'Office des choix scientifiques et technologiques, l'OPEST de l'Assemblée nationale. Et en 1999, la loi Bataille entérine le fait qu'il faut privilégier donc, 3 options, donc transmutation, enfouissement, et je suis désolé, j'oublie la dernière. Toujours est-il que à ce moment-ci, les taux se resserrent une première fois entre ces 3 pistes de gestion, pour finalement, dans les années 2000, on se concentre de plus en plus sur l'enfouissement comme solution la plus enviable, entre guillemets, si bien qu'au début des années 2000 et même à la fin des années 90, l'État français
mise, on va dire, de plus en plus de billes sur l'enfouissement au détriment des autres solutions, notamment le stockage à sec en subsurface, mais aussi la transmutation qui apparemment ne fonctionne pas bien. Donc voilà, il y a la loi Bataille en 99. Ensuite, dans les années 2000, donc l'ANDRA, qui est l'agence qui pilote ce projet d'enfouissement, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui est un organisme public, démarche plusieurs communes dans plusieurs départements en France, notamment dans les Deux-Sèvres. J'ai plus les autres régions en tête, mais ils essayent de démarcher les élus locaux pour installer un futur centre d'enfouissement. À chaque fois, c'est un véritable tollé et les habitants se mobilisent contre ces projets à chaque fois, donc ils laissent tomber l'ANDRA. C'est bien que quand ils arrivent à Bure dans les années 2000, ils changent un petit peu de stratégie et ils se disent qu'en fait, il faut d'abord proposer aux gens un laboratoire de recherche. Et comme ça, ils répètent aux gens que vraiment là, pour le moment, il n'y a aucun déchet et que vraiment là, on parle que d'un laboratoire et que si tout va bien et que si on se rend compte que la couche d'argile qui est censée faire accueillir ces déchets à Bure est convenable, et bien effectivement, on ira dans un projet, cette fois-ci à échelle industrielle, mais en tout cas, il se présente dans les années 2000 comme un simple laboratoire. Au fil du temps, voilà, l'emprise du laboratoire prend de l'importance et en fait ils se rendent compte que Bure c'est une bonne zone pour enfouir les déchets HA et MAVL, ce qui nous amène du coup à parler plus en avant du projet en soi. Donc j'ai du mal à balader sur les slides, du coup je voulais juste sortir de ça et aller sur le... Ah non, mais c'est là en fait, c'est bon. Il est là. C'est cool. Ouais. Si, voilà, c'est ça. Ok, c'est bon, merci. Donc, je vais juste vous une image. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, CIGEO, il s'agit d'enfouissement en couche géologique profonde, qui est une technique spécifique pour gérer les déchets de haute activité et de moyenne activité. Donc, il s'agit en fait d'enfouir à 500 mètres de profondeur, donc dans une couche d'argile apparemment du point de vue des scientifiques parfaitement stable sur les échelles d'années quand on parle des déchets, donc plusieurs dizaines de milliers d'années. Apparemment cette couche d'argile ne bougerait pas pendant le million d'années à venir. Bon. On parle d'enfouir à 500 mètres de profondeur 85 000 mètres cubes de déchets haute activité HA et moyenne activité à bilan, MAVL. Donc 85 000 mètres cubes. Alors en fait, de quoi il s'agit? Donc je vous l'ai dit, principalement de déchets vitrifiés, avec des actinides mineurs et des produits de fission, mais également des déchets bitumineux. Donc ce sont des déchets radioactifs, mais aussi et avant tout chimiques, dont certains resteront toxiques, donc radiotoxiques, mais aussi tout simplement toxiques, pendant plusieurs centaines de milliers d'années, voire pendant 1 million d'années. Donc ici, je vous ai mis cette petite infographie qui vous permet de voir un peu les chiffres clés, sachant qu'on va revenir dessus. Donc peut-être la chose importante, c'est comme je vous ai dit ce matin, les déchets HA et MAVL, ils concentrent 99% de la radioactivité, et en termes de volume de la totalité des déchets produits par l'industrie, et ils représentent à peine 3%. Donc au total, le dédale de galeries et d'alvéoles du site mesurerait 270 km, donc l'équivalent de l'ensemble du réseau parisien et demi. 5 km de double descenderie pour faire descendre les colis, donc les déchets radioactifs qui seraient acheminés avec un funiculaire jusqu'à 500 mètres de profondeur. À la surface, parce qu'il y aurait aussi des installations de surface, on aurait une emprise de 500 hectares, donc ce qui est quand même assez conséquent. Donc je reviens sur mon truc. Donc simplement, il faut dire que l'ensemble des chiffres que je vais vous citer dans la conférence, ils sont issus de l'ANDRA et de l'étude d'impact du dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de CIGEO, ainsi que la plupart des citations que je vais donner, elles ont été faites par des salariés de l'ANDRA. Donc on peut pas nous taxer d'alarmisme ou de fantasme antinucléaire.
Alors pour commencer, rapidement, un inventaire des déchets flous. Donc comme je vous ai dit, il y a un inventaire de référence sur lequel l'ANDRA communique beaucoup, qui est composé, donc, comme je vous dis, des 85 000 m3 des déchets HA et MAVL, donc déchets vitrifiés d'une part et déchets bitumineux de l'autre. Donc ça, ce sont les déchets qui seraient issus de la filière retraitement de la Hague. Mais l'ANDRA se ménage la possibilité d'adapter l'architecture du site afin d'accueillir ce qu'ils appellent un inventaire de réserve, composé de combustibles irradiés non retraités. Donc ça, c'est les fameux cœurs de réacteurs dont on parlait ce matin, donc qui sont issus des centrales nucléaires françaises. Actuellement, comme je vous le disais, ils sont entreposés dans des piscines de refroidissement ou de désactivation, donc autour des centrales nucléaires et à La Hague, en attente de retraitement. Mais évidemment, si la filière retraitement à La Hague venait à s'arrêter, l'ANDRA se ménage la possibilité de stocker directement l'ensemble de ces combustibles dans CIGEO. Alors, ça fait une différence notable, c'est qu'il y aurait de beaucoup plus grandes quantités de plutonium qui seraient contenues dans CIGEO si on stockait tel quel les combustibles usés. Et sachant que le plutonium, c'est l'élément le plus radiotoxique du tableau périodique des éléments. Auditionné devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques en 2016, le vice-président de la Commission nationale d'évaluation, donc la CNE, M. Maurice Leroy, déclarait à ce propos que si on décide de procéder à un stockage direct des combustibles, cela implique de stocker également 40 000 tonnes d'uranium et 360 tonnes de plutonium. CIGEO deviendrait ainsi une mine d'uranium et de plutonium. Et enfin, il ajoute: ce n'est pas ce qui a été annoncé à la population, ni au comité local d'information et de suivi. Donc voilà, on voit que le premier obstacle qui se dresse finalement au fait qu'on puisse débattre sereinement de ce projet, c'est que même du point de vue de l'ANDRA, c'est pas clair sur le type et les quantités de déchets qu'ils veulent foutre dans ce trou. Ici, on a un document que j'ai pris sur le site de la CRIRAD, sur lequel en fait vous voyez une comparaison. J'arrive pas à le mettre en grand écran. Ah oui. Merci. Et du coup, on ne voit pas de map. Donc ci-dessus, implantation prévue pour les déchets de l'inventaire de référence, donc avec les déchets retraités dont je vous parlais, à l'intérieur des limites de la zone d'intérêt pour la reconnaissance approfondie, ZIRA. Donc on voit que là, on est vraiment sur le projet initialement conçu par l'ANDRA. Donc on voit que là, c'est tout à fait bien configuré et on voit qu'il y a largement la place. Donc en haut, vous avez le quartier des hautes activités. Donc ce seront les déchets vitrifiés en fait qui seront encastrés dans des alvéoles mises bout à bout, et ensuite les alvéoles seront refermées et ensuite les salariés pourront circuler, enfin pas les salariés parce que une fois qu'il y aura tous les déchets, ça sera peut-être peu accessible, mais en tout cas ils pourront circuler sur les galeries. Donc là on voit, et en bas c'est le quartier MAVL. Et là, en revanche, ci-dessous, serré dans les limites de la ZIRA, l'implantation en cas d'abandon du retraitement à La Hague, ce qui implique le stockage des combustibles usés de l'inventaire de réserve. Donc là, on voit que finalement, je ne sais pas qui a fait ça, les travailleurs de l'ANDRA probablement ont fait ça. Et on voit que là, là-haut, les combustibles usés, ils sont vraiment collés à la limite de la ZIRA. Donc en fait, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment sur un projet totalement différent qui n'a rien à voir. Et que malgré tout, en fait, ils restent quand même assez flous là-dessus et ils avancent sur tout ce qui est débat public, procédure administrative, demande de déclaration d'utilité publique, demande d'autorisation de création, malgré le fait qu'il y ait ces deux scénarios quand même assez différents, ne serait-ce qu'en termes d'occupation du sous-sol de la Meuse. Mais voilà, en tout cas, ils avancent là-dessus. Donc je vais retourner sur mon PowerPoint si j'y arrive. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, pour retenir les chiffres les plus hauts, donc moi j'ai pris les dimensions qu'on aurait si on débouchait sur un stockage des combustibles usés, donc ça fait l'empreinte la plus grande. Donc, mise bout à bout, les galeries et les alvéoles du centre
Donc on parle des galeries à 500 mètres de profondeur. Donc là, on parle que des installations en profondeur. En profondeur, on aurait une surface totale de 270 km, soit la distance qui sépare Nancy de Paris. Donc voilà, c'est colossal. Et la superficie souterraine du site pourrait ainsi dépasser les 30 km². Donc là, j'ai pris vraiment le chiffre le plus haut qui part du principe qui stockerait les combustibles usés. Donc les 30 km², j'ai fait la conversion, ça équivaut à plus de 4000 terrains de football. Donc voilà, c'est important que les Meugiens et les Haut-Marnais se rendent compte un petit peu de la dimension du projet qu'on leur propose. Donc un point important, c'est celui de la radioactivité. Ce qu'il ne faut pas comprendre, c'est qu'une fois que les matériaux dans lesquels sont conditionnés les déchets se seraient dégradés au point de disparaître, donc on parle d'acier inoxydable, on parle de béton, on parle de bitume, mais toutes ces choses-là, même si elles sont extrêmement résistantes, elles ne résisteront pas à l'échelle de temps pendant lesquelles les déchets resteront dangereux. Donc une fois que ces matériaux se seront dégradés au point de disparaître, les matières radioactives migreront dans la couche d'argile qui entoure les alvéoles. L'ANDRA déclare ainsi, dans un document officiel, un jour, les déchets se retrouveront dans cette argile, et c'est cette argile qui va piéger ou ralentir les éléments radioactifs. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plusieurs milliers d'années après que les déchets aient été encapsulés dans CIGEO, le poison se disperserait dans le sous-sol de la Meuse et de la Haute-Marne. Donc en fait, pour dire les choses clairement, à terme, l'environnement géologique de la Meuse et de la Haute-Marne serait lui aussi contaminé, la roche du sous-sol devenant à son tour un déchet radioactif. Pour avoir un ordre de grandeur de la surface menacée de cette pollution, donc ça je l'ai déjà dit, 4000 terrains de football. Voilà, je reviendrai probablement après sur la radioactivité. Maintenant, j'aimerais vous parler des transports. Non, peut-être sur la radioactivité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que CIGEO serait rempli et serait scellé, ce serait le lieu qui concentrerait le plus de radioactivité en Europe. Pour l'instant, c'est La Hague. Mais de fait, une fois que La Hague serait débarrassée de ses combustibles et que tout serait rapatrié et centralisé à CIGEO, CIGEO serait véritablement le lieu qui concentre le plus de radioactivité en Europe. Donc, pour acheminer ces déchets, ça va se faire principalement par camion et par train. Pardon, dans l'autre sens, par train et par camion. Au plus fort de l'activité, l'ANDRA prévoit l'arrivée de 76 trains par an. Donc on parle bien de trains de déchets radioactifs. Donc un train de déchets radioactifs il peut être composé jusqu'à 8 ou 10 wagons. Et chaque wagon en fait contient un combustible usé, si on parle de combustible usé, ou un conteneur de déchets vitrifiés. Donc 73 trains par an, soit une moyenne de 6 par mois, et dont certains circuleraient la nuit. Donc ça c'est pareil, si les gens veulent les sources, j'ai les sources, c'est l'ANDRA qui stipule qu'il y en aura qui pourront circuler la nuit. Dans plusieurs communes, les convois rouleraient à quelques mètres des habitations. Alors ça c'est pareil, je vais vous montrer une image parce que le mieux c'est d'aller voir sur place la tête que ça a, cette voie de chemin de fer qui est concernée. J'essaie de vous trouver une image où on voit la proximité avec les habitations, mais c'était pas une bonne idée de me lancer là-dedans. Voilà, donc bon, voilà, mais en gros, voilà, vous pouvez me faire confiance pour sur tout un tas de communes. Alors, je ne sais pas s'ils ont prévu de décaler de quelques dizaines de mètres la voie. En tout cas, la voie existante qui doit être rénovée pour pouvoir acheminer les trains de déchets radioactifs. Dans tout un tas de communes, elle passe à moins de 6 mètres des grilles des jardins des gens. Et également, ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens, ils ont des potagers, des jardins ouvriers, des potagers. Et il arrive même que les gens, en fait, doivent traverser la voie, comme pour le moment, elle n'est plus utilisée. Ils traversent la voie et ils vont faire leur petit potager de l'autre côté.
Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les trains rouleraient à relativement faible allure. Et voilà, il faut bien que les gens du coin soient conscients qu'ils auront 76 trains par an, donc 6 par mois, qui rouleront pour certains à quelques mètres de leur habitation. Et donc pour la plupart, on roulerait au pas. En tout cas, plus ils s'approchent du centre, plus ils rouleront au pas. Voilà. Il faudrait ajouter à ces 76 trains par an plus d'une centaine de camions qui transporteraient par la route les déchets issus de la fabrication des bombes atomiques françaises. Donc ça, c'est 100 camions au total. C'est pas 100 camions par an, c'est 100 camions au total qui seront ventilés sur la période d'exploitation du site. Donc pour avoir juste, je me suis peut-être mal exprimé, donc en gros, les transports, ils auront lieu donc, depuis La Hague, parce que comme je vous ai dit, les déchets électrifiés qui ont déjà été produits, ils sont entreposés à La Hague et à Marcoule. Donc on aurait des trains qui viendraient de La Hague et de Marcoule. On aurait aussi des camions qui viendraient donc, du CEA de Val-Duc, pour tout ce qui est bombes. Donc voilà, de manière générale, on aurait 3-4 grands axes ferrés et routiers qu'emprunteraient ces camions et ces trains pour acheminer leurs déchets radioactifs dans CIGEO. Alors je vais passer au point suivant. On va essayer d'en accélérer un peu. Alors, je vais juste faire un point sur les travaux. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur la radioactivité parce que je suis passé un peu vite. Selon l'ANDRA, comme toute installation nucléaire, donc là c'est un verbatim, CIGEO émettra des rejets gazeux. Dans les galeries de stockage, il y aura une ventilation avec des filtres très haute efficacité qui vont piéger une bonne partie de ces éléments radioactifs gazeux. Mais certains seront ventilés et ensuite dilués dans l'air. Si les chiffres communiqués annoncent des rejets annuels extrêmement faibles, en cas d'accident, l'agence publique garantit que les doses à la population resteraient inférieures à 10 millisieverts. Mais, quand on lit les documents, elle peine à le démontrer, en tout cas scientifiquement. Une augmentation de la radioactivité à la surface ne serait donc pas exclue, et sa limite a été fixée hypothétiquement à 10 millisieverts, afin de ne pas dépasser le seuil qui nécessite légalement une mise à l'abri des populations. Donc là, je fais une petite incise. Alors, je n'ai pas lu l'ensemble du dossier de demande d'utilité publique de l'ANDRA, parce que ça fait 3000 pages, et j'ai lu les passages qui m'intéressaient. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un exercice quand même assez difficile, ces trucs-là, parce qu'en fait, on sent bien que ça mélange en fait science et communication. Ne serait-ce que dans les présupposés de tout ce travail que fait l'ANDRA. En fait, moi, je l'ai ressenti de cette façon, c'est qu'en fait, ils ne cherchent pas à savoir si une chose est sûre ou pas, en fait. Ils ont une mission, c'est d'enfouir les déchets au fond de ce trou, et coûte que coûte, ils doivent démontrer, d'ailleurs le titre officiel de tous ces travaux, de la méthodologie, c'est démonstration de sûreté. Ils doivent démontrer aux autorités compétentes, donc en l'occurrence l'ASN, avec son bras technique lié à la SN, ils doivent démontrer que c'est sûr. Donc en gros, voilà, je ne saurais pas comment vraiment l'expliquer, mais en lisant le document, j'ai eu parfois l'impression qu'il y avait finalement un changement de sens. J'ai du mal à le mettre en mots, mais qu'en gros, voilà, ils ont un objectif, ils doivent démontrer que c'est sûr, peu importe la manière en fait. Donc c'est pour ça que ce qui ressort de tout ce document de 3000 pages quand on le lit, c'est qu'on a l'impression que c'est à mi-chemin entre un exercice vraiment de science dure, mais aussi quand même beaucoup de communication, ne serait-ce que dans le choix des termes. Donc là, je ne vais pas vous montrer des extraits de la DUP, mais de la demande de DUP, mais en gros, les conclusions de chaque chapitre, par exemple dans la classification des impacts, on va de très faible à modéré, par exemple. Il n'y a pas d'impact fort, par exemple. On est toujours sur des termes qui tendent à euphémiser finalement la réalité. Oui, il me reste 5 minutes, donc ça va être compliqué. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est que je peux, Béatrice, si tu m'autorises, peut-être que je peux prendre une bout de la conférence que j'aurais dû faire ce soir sur les transports pour en dire plus sur le CIGEO maintenant, quitte à décaler peut-être de 10-15 minutes les autres. Le manque de visibilité sur les conséquences radiologiques réelles d'un accident grave à CIGEO, c'est aussi ce que pointe l'autorité environnementale après examen du dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, donc mise en ligne par l'ANDRA, c'est le document dont je vous parle de 3000 pages, quelques mois auparavant.
Dans un avis explosif rendu en janvier 2021, l'autorité environnementale s'inquiète en effet qu'aucun scénario en mode de fonctionnement dégradé, d'incident ou d'accident, panne de filtre sur les cheminées, longue coupure de courant, traitement des eaux en panne, n'est présenté qui conduirait à un rejet ponctuel dans l'environnement avec des conséquences à court et à long terme. Pourtant, d'éventuels rejets radioactifs à la surface poseraient question, d'autant que selon l'Organisation mondiale de la santé, je cite, les faibles doses de rayonnement ionisant peuvent accroître le risque d'effets à long terme comme le cancer. Donc ça au moins c'est clair, c'est l'OMS qui le dit. Après, savoir comment on définit les faibles doses, en tout cas c'est écrit noir sur blanc sur leur site internet que les faibles doses de radioactivité augmentent le risque d'effets à long terme. Autre chose qui est importante à savoir, c'est qu'à l'étranger, les installations comparables en certains points au projet CIGEO et pour lesquelles des experts avaient donné leur feu vert, en garantissant un niveau de sûreté satisfaisant, ont connu de graves incidents au bout de quelques années de fonctionnement seulement. Donc là, j'insiste là-dessus, c'est que dans tous ces autres pays, il y avait aussi des autorités compétentes, des commissions, des scientifiques, voilà, tout ce que vous voulez, qui avaient donné leur feu vert en garantissant un niveau de sûreté satisfaisant. Je vous parle de la mine d'As en Allemagne et du WIP, donc Waste Isolation Pilot Plant, aux États-Unis. Dans les deux cas, en fait, ce sont les deux seuls sites qui se rapprochent un tout petit peu, mais vraiment très légèrement, de CIGEO. Dans les deux cas, donc, il y a eu des infiltrations, donc là je parle de la mine d'As en Allemagne, des infiltrations et un incendie et une explosion, donc ça c'est aux États-Unis. Dans les deux cas, les incidents ont occasionné des fuites radioactives dans l'environnement. Selon Marcos Buzzer, géologue et ancien membre de la Commission fédérale de la sécurité nucléaire suisse, ces sites étaient pourtant, je cite, vendus comme des projets vitrines. Ces deux infrastructures d'enfouissement ont accueilli des déchets de moindre activité, donc beaucoup moins radioactifs que ceux qui sont censés être enfouis à Bure, et dans des quantités moins importantes. Toujours est-il, puisqu'aucun centre d'enfouissement de déchets HA et MAVL, donc parfaitement identique à celui de CIGEO, n'est à ce jour en fonctionnement, les scientifiques ne disposent donc de fait d'aucun retour d'expérience sur l'exploitation de sites parfaitement identiques. Voilà, ça c'est un fait, c'est comme ça. Bertrand Thuillier, ingénieur agronome, a mis en évidence les risques d'explosion, les risques d'incendie, les risques de panne, les risques d'infiltration dans les nappes phréatiques, spécifiques au projet CIGEO. À cela, il faudrait ajouter la possibilité d'actes malveillants, les risques de chute des colis lors de leur manutention dans les installations de surface, ou le déraillement des trains qui transporteraient les matières radioactives jusqu'au terminal ferroviaire. Après avoir demandé à l'ANDRA de revoir sa copie sur la base de certaines analyses de M. Bertrand Thuillier, l'autorité de sûreté nucléaire, donc l'ASN, a néanmoins rendu un avis favorable à la, je cite, phase industrielle pilote permettant de conforter les caractères réversibles de la démonstration de sûreté par un programme in situ. Finalement, c'est un test grandeur nature. La majorité des déchets qui seraient enfouis à Bure se compte en centaines de milliers d'années. Comment garantir l'étanchéité du confinement de la radioactivité sur une échelle de temps si longue? Lenny Patino, historien des sciences, est l'auteur d'une thèse financée par l'ANDRA. En fait, c'était un sociologue qui a été contractualisé par l'ANDRA pour réfléchir sur ces missions. Et voilà ce qui, donc, sa thèse s'intitule Enfouir des déchets nucléaires dans un monde conflictuel, histoire de la démonstration de sûreté de projets de stockage géologique en France, 1982-2013. Il résume: la science ne peut pas produire une prévision certaine de la manière dont évoluera un stockage lors des milliers d'années à venir. Donc c'est cette personne qui a travaillé 6 ans avec les équipes de l'ANDRA qui arrive à cette conclusion. Alors je vais essayer d'aller vite sur la dernière partie, mais elle est quand même très importante, le chantier. Alors il faut savoir que c'est un chantier pharaonique. Le chantier de CIGEO serait le plus grand d'Europe, mais aussi le plus long, puisque les travaux continueraient concomitamment à la phase d'exploitation, pour s'étaler donc sur une durée de 150 ans. Donc on parle bien de 150 ans de travaux mis bout à bout, parce qu'en fait, à la fin, ils devront tout reboucher. Et en fait, ils continueront à creuser des galeries
alors même qu'il y aura qu'il y aura les premiers déchets radioactifs qui seront enfouis à côté. Ils ont prévu de faire simultanément les travaux d'excavation et les travaux de premier stockage. Le creusement des galeries nécessiterait l'excavation de 13,4 millions de mètres cubes de roches. 13,4 millions de mètres cubes de roches et de terre. Donc ça, ce sont les chiffres de l'endroit. Le double de ce qui avait été retiré pour le creusement du tunnel sous la Manche. Les déblais seraient ensuite entreposés à la surface sur 130 hectares de verse. Au total, le site nécessiterait 14,4 millions de tonnes de béton, 4,9 millions de tonnes de sable, 4,4 millions de tonnes de gravier, 2,25 millions de tonnes de ciment et 200 000 tonnes d'acier. L'équivalent de 27 tours Eiffel. Là, je parle de l'acier, pour que vous ayez un ordre d'idée. Pour transporter ces matériaux, l'étude d'impact prévoit le passage de 284 camions par jour. Donc pour ceux qui connaissent un peu la région, ça va vraiment chambouler totalement la région. C'est une région assez calme, assez verdoyante, avec beaucoup d'animaux qui traversent les routes, très peu de trafic, un air assez sain, assez respirable. Et vous imaginez bien qu'avec 284 camions par jour, ça va pas être la mienne. Également une moyenne de 2 à 3 convois exceptionnels par mois, donc on parle bien des convois exceptionnels avec des véhicules extrêmement lourds et des convois, des cortèges, auxquels il faudrait rajouter 4 à 8 trains de fret quotidiens. Donc des trains qui emprunteraient la ligne qui vont rénover, la ligne dont je vous parlais tout à l'heure, qui à terme sera censée accueillir les trains de déchets. Ils achemineront aussi des matériaux par cette voie ferrée. Sur la diagonale du vide, donc c'est comme ça qu'on appelle cette route qui passe par la région Meuse-Haute-Marne, le trafic routier jusqu'ici plutôt faible s'intensifierait encore du fait des 8800 véhicules légers journaliers prévus pour transporter les ouvriers et le personnel. Pendant la période de travaux, le va-et-vient des poids lourds, tout ça j'en ai parlé, induirait une usure prématurée des routes, beaucoup de poussière, des rejets de particules fines et d'oxyde d'azote, ainsi que l'augmentation évidemment des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, on rentre dans une partie importante, parce qu'on parlait tout à l'heure des émissions de gaz à effet de serre de nucléaire. Donc évidemment, quand EDF et Orano disent sur leur pub, et ils continuent à le dire que c'est une énergie zéro carbone, évidemment c'est faux et c'est refaux. Et même quand on dit bas carbone, ça serait discutable. Je me demande par exemple jusqu'à quel point le bilan carbone de CIGEO il est inscrit dans les bilans de la filière. J'ai pas l'impression parce que là, par exemple, les bilans de la filière nucléaire qui parlent de 6 grammes ou 12 grammes de CO2 par kilowattheure, ils sont sortis avant qu'on ait des estimations de CIGEO, donc ça serait peut-être bien qu'ils les incluent. 67 000 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc c'est énorme. 67 000 tonnes de CO2 par an, ça fait l'équivalent de 134 000 vols Paris-New York. Et donc, mise bout à bout, les émissions de gaz à effet de serre de CIGEO donc sur les 130 ans d'exploitation, alors certes 130 ans, c'est long, mais on parle de 130 ans pour gérer simplement 100 ans de production électrique. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. On culmine à 10 millions de tonnes d'équivalent CO2. 10 millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc voilà, maintenant, quand il y aura des lobbyistes pro-nucléaires qui vous diront zéro CO2, vous pourrez leur envoyer le chiffre de l'ANDRA qui mentionne 10 millions de tonnes d'équivalent CO2 pour la gestion des déchets dans CIGEO. Ensuite, sur tout ce qui est artificialisation des sols, l'ANDRA mentionne que l'artificialisation des sols provoquée par le projet CIGEO détruit les habitats ainsi que les organismes vivants. Merci. Mauvaise nouvelle pour la biodiversité, d'autant que cette artificialisation atteindrait 587 hectares. Donc là, ce sont les chiffres de l'ANDRA, dont 231 hectares de déboisement et la suppression de 415 hectares de terres agricoles. Comme vous savez, la Meuse et la Haute-Marne, c'est une terre assez agricole. Au pic du chantier, l'agence publique évalue les besoins en eau à 500 mètres cubes par jour, ce qui équivaut à la consommation quotidienne de 3400 personnes, ou à l'eau nécessaire pour cultiver 5 tonnes de pommes de terre. C'est donc un prélèvement hydrique important dans 2 départements frappés à l'été 2020, on vous le rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, par la sécheresse et les restrictions hydriques pour les particuliers. Donc interdiction d'arroser son potager ou de laver sa voiture. Donc voilà, malgré ça,
le projet CIGEO, ça serait, comme je vous ai dit, 500 mètres cubes par jour. Donc, on peut dire que CIGEO pèserait donc dans les conflits d'usage autour des nappes phréatiques, sachant que 2 points de captage sont prévus pour les travaux et pour ce projet gourmand en eau. Alors, juste un petit point avant de vous laisser poser les questions et réagir sur les dépenses. Côté dépenses, en 2016, le ministère de l'écologie, donc Ségolène Royal, a arbitrairement et par décret arrêté l'enveloppe à 25 milliards d'euros. Bien que l'ANDRA elle-même chiffrait à l'époque son projet CIGEO à 34,5 milliards d'euros, Ségolène Royal a préféré ménager les finances d'EDF, qui de son côté avait estimé le coût de référence du projet à 20,8 milliards d'euros. C'est que, déjà plombé par une dette de 42 milliards d'euros, l'électricien doit mécaniquement ajuster ses provisions financières et donc ses dépenses, et donc finalement le prix de son électricité, au coût global du projet retenu pour gérer les déchets qu'il produit lui. EDF informe ainsi le public dans une note que la prise en compte de ce coût aura pour conséquence, dans les comptes consolidés du groupe EDF au 31 décembre 2015, une augmentation de l'ordre de 800 millions d'euros des provisions pour la gestion à long terme des déchets radioactifs au titre des dépenses futures relatives au projet CIGEO. Donc on comprend mieux pourquoi le coût de CIGEO doit être tiré vers le bas, parce que en fait c'est le prix de l'électricité sur la facture qui en est impacté. Voilà, j'avais d'autres choses à dire, mais Ce que je vous propose, c'est de faire 10 minutes de questions et au lieu de faire 30 minutes de pause, on fera 20 minutes de pause. Comme ça, on rattrape un peu. Super. Donc, des questions. Si vous voulez prendre le micro. Vous aviez dit qu'il y avait 3 techniques qui avaient été envisagées. Qu'est-ce que c'est que la technique sèche avec stockage? Ah oui, alors en fait, c'est bon, en fait, ça m'est revenu, donc il y a la transmutation, là, le truc qui fonctionne pas bien. Ça, transmutation? Bah ça, l'idée c'était de faire disparaître la radioactivité des matières avec je sais plus quel procédé de laser ou quoi. En tout cas là, c'est pas encore au point en ce moment. Et en fait, l'autre option, à part l'enfouissement profond, c'est l'entreposage subsurface. Donc c'est en fait comme font par exemple les États-Unis, c'est que eux en fait ils stockent les combustibles tels quels, une fois qu'ils ont suffisamment refroidi, ils les stockent dans des gros containers, dans des hangars bunkérisés, dans l'empreinte des centrales nucléaires, pour éviter de tout centraliser. Alors je ne suis pas certain que ce soit de l'entreposage vraiment subsurface, mais en gros, l'entreposage subsurface, c'est en fait, il faut juste mettre les déchets sous terre, mais vraiment très très légèrement sur terre, juste pour les protéger un peu des agressions extérieures. Mais voilà, disons qu'ils sont tout simples à les récupérer en cas de problème, et c'est une alternative que certains militants écologiques préconisent, sachant que le réseau Sortir du nucléaire, lui, refuse de se prononcer sur des alternatives. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, quand on nous demande, mais alors, qu'est-ce que vous voulez comme alternative à CIGEO? Parce que ce que le réseau dit, il dit, bah, nous, en fait, on veut comme prérequis à la discussion qu'on arrête le nucléaire pour tarir la source de ces déchets. En fait, quand vous avez votre baignoire qui déborde chez vous, avant d'écoper, vous fermez le robinet, parce que sinon en fait ça ne fonctionne pas. Donc nous en fait on refuse de rentrer dans ce débat, et si vraiment on nous pousse dans nos retranchements, on dit que peut-être on peut préférer l'entreposage subsurface en attente d'une solution plus satisfaisante, mais en tout cas nous on refuse de gérer une chose qui n'a pas été produite par nous. Et simplement juste, parce que ça quand même c'est important, je voulais juste vous citer une citation de Nicolas Hulot, qui avait dit, en 2018 je crois, « L'enfouissement en couche géologique profonde n'est pas une solution entièrement satisfaisante, mais c'est la moins mauvaise. » Donc moi quand j'entends ça, je pensais qu'on parlait de science, et moi j'ai des souvenirs que moi j'ai fait M et j'étais très nul en maths et en physique, et j'avais souvent 0, parce qu'en fait en sciences dures, voilà, il y a une seule réponse qui vaut. Et quand je vois un ministre qui me dit c'est la moins mauvaise solution, voilà, ça me fait un peu peur, quoi. Jean-Loup, tu avais une question? Le facteur humain, là-dedans, on n'en parle pas, c'est la grande vie de Est-ce que tu veux te lever pour poser ta question? Ça nous aiderait mieux t'entendre.
dire que vous avez raison, l'humain, donc la question, enfin la remarque, c'était que le facteur humain est vraiment absent de tous les écrits sur ce projet. Et je dirais même le facteur humain, même à plus ou moins long terme, ne serait-ce que dans la transmission de la mémoire du site, et finalement la façon dont les populations futures peuvent se comporter. Et on parle de civilisations futures qui n'ont sûrement pas la même langue, pas le même alphabet. Et on parle même finalement d'animaux, enfin bref. Et effectivement, il y a un certain nombre de tâches aveugles dans le raisonnement de Landra, mais ça aurait pu faire l'objet d'une autre conférence à part entière, et notamment aussi sur l'acceptabilité et sur tous les biais en fait, que ces scientifiques qui sont probablement de très bonne foi mettent dans leur projet. Et peut-être ce que je peux vous dire aussi, c'est que sur place, la plupart des gens qui habitent autour du projet sont farouchement contre ce projet. Malgré ce qu'on entend, la plupart des gens, s'ils n'ont pas un intérêt direct, donc bon, ça aurait fait l'objet d'une autre conférence, mais en tout cas ce que je peux vous dire pour y aller souvent, c'est que les gens sont contre ce projet et ne veulent pas qu'il y ait des déchets chez eux. Une dernière question? Pourquoi le traitement des déchets, le traitement des déchets pourrait s'arrêter? Vous avez dit que ça pourrait peut être un enjeu. Et puis, attends, il y a Alexandre qui voulait aussi poser une question, comme ça tu répondras aux deux et puis après on clôturera. Alexandre? Je croyais que la galerie était entièrement creusée. D'après votre exposé, c'est pas fini, c'est ça? Ah non, non. Non. Là, ce qui est simplement fait, c'est le laboratoire. Donc là, il n'y a rien du site industriel en tant que tel qui est construit, rien. Il y a des choses en profondeur, un peu à côté du lieu où il y aura le vrai site s'il voit le jour, mais c'est juste le laboratoire pour faire des tests sur la façon dont se comporte la roche et compagnie. Donc sur la Hague, je pense que ça fait un peu le lien avec la conférence qu'on a eue ce matin. Mais pourquoi ça pourrait s'arrêter? Parce que je connais pas bien le sujet, mais a priori c'est pas forcément très rentable, c'est très complexe. Il n'y a pas une très forte demande. Oui, alors là, c'est bête ce que je dis, parce qu'au final, il y a aussi des pays étrangers qui font retraiter leur combustible en France, mais sauf que la France doit les renvoyer dans les pays, donc en fait, il n'y aura que les déchets français qui seront concernés. Donc je dirais que ça peut s'arrêter, ne serait-ce que parce que déjà on voit que eux, dans leur scénario, ils l'envisagent, donc ça veut dire que c'est une option qui est sur la table. Et moi, je serais tenté de dire, sans trop connaître le sujet, que c'est parce que je ne suis pas certain que l'activité de la Hague soit extrêmement rentable, mais pour cela, il faudrait voir les rapports de la Cour des comptes. Mais je pense que ça serait d'abord et avant tout un paramètre économique qui ferait qu'ils arrêteraient le retraitement. On va demander à Guy de rajouter 2-3 mots sur. Non, mais juste une petite information. Dans les piscines de la Hague, c'est ce qui va être retraité. Les piscines de la Hague, c'est 99,8%, c'est des combustibles usés d'EDF. Donc à une époque, la Hague retraitait des déchets étrangers, mais maintenant c'est peanuts. Hein. Voilà. Et après on s'arrête. Oui, parce que les plaisanteries, effectivement, c'est quand même assez fort. Alors oui, effectivement, les déchets étrangers ont vocation à repartir. On est d'accord? Sauf que les déchets d'avant 1991 font l'objet d'une convention, à savoir que c'est logiquement Areva, Orano qui doit les garder. Et ça, comme dit Orano en pleine séance, ils ont vocation à les recycler. Deuxièmement, il y a un truc assez... Ils ont vocation à aller assiéger. La deuxième chose assez surprenante, j'ai fait rigoler tout le monde, mais quand même, c'est Monaco. Monaco a des déchets radioactifs sur le plan de la médecine nucléaire. Donc c'est rien du tout, c'est 1 kilo ou 2 kilos, c'est vraiment rien. Sauf que, quand vous êtes à l'Union européenne, quand il y a un État qui peut bénéficier de quelque chose, les autres doivent pouvoir en bénéficier. Or, l'accord est passé avec Monaco. Ça y est, il a été entériné. Si bien que les Belges, qui sont en ce moment dans la panique parce que leur projet est en train de capoter,
En Belgique, ils ont un projet aussi d'enfouissement dans l'argile, mais c'est pas faisable. Eh bien, en ce moment, les Belges sont en train de se dire, mais finalement, Cigéo, c'est pas si loin que ça de la Belgique. Si on met 1 milliard, peut-être que vous nous les accepterez. Et comme ici, Orano et tout ça, et la compagnie sont dans les finances au rouge, on commence à voir ça. Bon, c'est pas fini. Slovénie, un seul réacteur. Ils sont trompés, ils ont mis un réacteur sur une faille. Bon, ça arrive, des choses aussi bêtes que ça. Si bien que le réacteur de Slovène, qui est pourtant pas vieux, hein, mais ils vont l'arrêter très rapidement. Ils ont un réacteur, ils ne vont pas s'amuser à faire un stock de déchets. D'accord? On voit les Slovènes qui commencent à dire, peut-être qu'à 6 euros, il y aura un petit coin pour nos déchets. Donc ça veut dire que finalement, on est en train de détourner l'accord en question, de dire que ça ne sera que les déchets français. Et là, on a déjà au moins 4 pistes nouvelles pour des déchets dits étrangers, enfin européens.